Le millionnaire avait juré de ne jamais s'attacher, jusqu'à ce qu'il rencontre 3 rebelles. Les triplés sont arrivés en défonçant des portes et en brisant les règles. Entre caprices et bêtises, ils ont conquis son cœur. Mais des années plus tard, ce qu'ils ont fait va briser votre cœur. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Du haut de son empire de verre et d'acier, Édouard Montagne observait la ville qui s'étendait à ses pieds à travers les fenêtres de son triplex. Le petit déjeuner intact sur la table de marbre avait refroidi depuis longtemps, tandis qu'il restait là comme une statue solitaire sur son piédestal de solitude. Ses yeux bruns, toujours attentifs aux chiffres et graphiques qui déterminaient qu'à le destin de milliers d'employés, erraient maintenant sans but sur l'horizon de Paris. La secrétaire, Marine, entra silencieusement dans la pièce. Après 15 ans à travailler pour Édouard, elle savait interpréter chacun de ses silences. Celui-ci en particulier était différent, plus lourd, plus dense. « Monsieur Montagne, la visioconférence avec les investisseurs chinois commence dans 10 minutes », annonça-t-elle, gardant la distance protocolaire que son patron avait toujours exigée. Édouard ajusta la montre en or à son poignet, un geste automatique qu'il répétait toujours lorsqu'il devait revenir à la réalité. « Annulez », répondit-il sans se retourner. « Annulez tout pour aujourd'hui. » Marine hésita, ses doigts serrant nerveusement sa tablette. En 15 ans, Édouard Montagne n'avait jamais annulé une réunion, encore moins une avec des investisseurs internationaux. « Monsieur, êtes-vous sûr? Monsieur Li est venu spécialement de Shanghai pour… » « J'ai dit d'annuler tout, » l'interrompit-il, sa voix ne montrant pas d'irritation, seulement une fatigue profonde que Marine n'avait jamais remarquée auparavant. « Et préparez la voiture. Je vais personnellement à cet événement caritatif que l'entreprise parraine. » La secrétaire faillit laisser tomber sa tablette. L'événement au foyer pour enfants n'était qu'une des centaines d'actions sociales que Montagne Entreprise promouvait chaque année. Édouard n'assistait jamais à aucune d'entre elles, se contentant de signer les chèques et de déléguer sa présence à un directeur. « Souhaitez-vous que je prévienne la presse ?»« Non, » répondit-il, se tournant enfin. « Pas de presse, pas de photographe, pas d'attaché, juste le chauffeur. » Pendant que Marine se retirait pour organiser ce qu'il avait demandé, Édouard reporta son regard sur la seule photographie qu'il gardait dans son bureau. Lui-même, à 18 ans, au Joe, côté d'un garçon plus jeune. La photo avait jauni avec le temps, mais la douleur qu'elle provoquait restait aussi vive que le jour où elle avait été prise. Sur le trajet jusqu'au foyer, Édouard revisita mentalement cette matinée spécifique de sa jeunesse. Le jour où il avait essayé, pour la première et dernière fois, de former une famille. Le tribunal pour enfants, les papiers d'adoption déjà remplis, l'espoir dans les yeux du petit Philippe, et puis le choc, le refus, l'impossibilité. Un jeune homme de 18 ans, sans emploi fixe, ne pouvait pas adopter un enfant. Les larmes de Philippe, ramenées à l'orphelinat, s'étaient transformées en carburant qui avait construit son empire. La voiture s'arrêta devant un ancien manoir rénové, dans le sud de la ville. Une plaque discrète indiquait « Foyer nouveau matin ». Édouard ajusta sa cravate, plus par habitude que par nécessité, et entra. La directrice du foyer, une dame aux cheveux gris appelée Madame Cécile, écarquilla les yeux en le reconnaissant. « Monsieur Montagne, quel honneur inattendu. Nous n'avons pas été prévenus. » « C'était l'intention, coupa-t-il poliment, observant l'environnement autour de lui. L'endroit était simple, mais impeccablement propre et organisé. Des rires d'enfants résonnaient depuis le jardin intérieur. « Les enfants sont en récréation, » expliqua Madame Cécile. « Voulez-vous les rencontrer ?» Édouard acquiesça, suivant la directrice jusqu'à un espace vert où plusieurs enfants jouaient. Son regard, cependant, fut immédiatement capturé par un trio particulier qui se tenait à l'écart des autres. 2 filles et un garçon, absolument identiques, assis sous un arbre avec des expressions qui mélangeaient défi et mélancolie. « Ceux sont les triplés, » chuchota Madame Cécile. « Sophie, Lune et Michel, ils sont arrivés il y a 6 mois, ils sont un cas spécial. » Édouard fit un pas dans la direction des enfants, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une pression, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'est alors que Sophie, la plus proche de lui, se leva avec un verre de jus à la main. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Édouard pendant un bref instant.
Puis, avec une précision qui ne pouvait être qu'intentionnelle, elle renversa tout le liquide sur le costume italien de celui-ci. Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Cécile commença à s'excuser profusément, tandis qu'une des surveillantes accourait avec un chiffon. Édouard, cependant, resta immobile, ses yeux fixés non pas sur le costume ruiné, mais sur le visage de la petite. « Sophie !» La fillette le regardait en retour, le menton relevé en défi, comme si elle le provoquait pour obtenir une réaction. « C'était sans faire exprès », déclara-t-elle, sa voix enfantine chargée d'une ironie que les enfants de 6 ans ne possèdent normalement pas. L'une, la deuxième triplée, s'approcha de sa sœur d'un pas décidé. Ses yeux, identiques à ceux de Sophie, étudiaient Édouard avec un mélange de curiosité et de méfiance. Michel, le dernier du trio, resta sous l'arbre, mais son regard était le plus intense de tous, un mélange de douleur et de sagesse, bien au-delà de son âge. « Sophie !» Madame Cécile était mortifiée. « Excusez-vous auprès de Monsieur Montagne immédiatement. » Édouard leva la main, interrompant la réprimande. « Ce n'est pas nécessaire, » dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même par la sérénité dans sa voix. « C'était juste un accident, n'est-ce pas, Sophie ?» La fillette fronça les sourcils, visiblement déconcertée de ne pas avoir réussi à provoquer la réaction qu'elle espérait. L'une fit un pas en avant, se plaçant entre sa sœur et Édouard. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda directement. L'une. « Les riches ne viennent ici que pour faire semblant de s'intéresser et ensuite s'en vont. » Édouard sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. La perspicacité de cet enfant l'atteignit plus que n'importe quelle réunion d'actionnaires n'avait jamais réussi. « Tu as raison, » répondit-il, à la surprise de tous. « C'est exactement ce qui se passe la plupart du temps. » Ce fut au tour de l'une de paraître déconcertée. Michel, qui jusque-là gardait ses distances, se leva et marcha jusqu'à ses sœurs. Les trois, côte à côte, formaient une image impressionnante, de petits guerriers unis contre le monde. « Combien coûte votre costume ?» demanda Michel, sa voix douce mais ferme. « Michel !» Madame Cécile était au bord d'une crise nerveuse. « Plus qu'il ne devrait », répondit honnêtement Édouard, « probablement assez pour acheter des jouets pour tous les enfants ici. » Une lueur de quelque chose, de l'intérêt peut-être, passa dans les yeux des triplés. Sophie regarda le sol pour la première fois, l'une croisa les bras et Michel inclina légèrement la tête. « Alors pourquoi n'en achetez-vous pas ?» défia l'une. Édouard s'accroupit, se mettant à la hauteur des enfants, ignorant complètement le jus qui tachait maintenant non seulement sa veste, mais aussi son pantalon. « Italian, parce que des jouets ne sont pas ce que vous voulez vraiment, n'est-ce pas ?» Les trois se regardèrent, une communication silencieuse que seuls des multiples peuvent avoir. Ce fut Michel qui répondit, sa voix portant une tristesse qui brisa le cœur d'Édouard. « Nous voulons rester ensemble, toujours, mais personne ne veut adopter 3 enfants à la fois. » À ce moment-là, quelque chose changea en Édouard Montagne. Une porte qu'il avait verrouillée depuis des décennies, jurant de ne jamais la rouvrir, commença à bouger sur ses gonds rouillés. Le vide dans sa poitrine, celui qu'aucune réussite commerciale n'avait réussi à combler, sembla pulser avec une nouvelle possibilité. « Monsieur Montagne, » intervint doucement Madame Cécile, « peut-être voudriez-vous rencontrer d'autres enfants aussi ?»« Non, » répondit-il sans détourner les yeux des triplés. « Je crois que j'ai trouvé exactement qui je cherchais. » Puis, s'adressant aux enfants, « Et si nous discutions un peu plus, je promets d'être honnête avec vous si vous promettez. » « Qu'à d'être honnête avec moi. » Sophie serra la main de l'une qui tenait celle de Michel. Les trois se regardèrent à nouveau, puis, dans un mouvement synchronisé qui ne pouvait avoir été que répété, s'assirent sur le sol du jardin, ouvrant un espace entre eux comme une invitation silencieuse. Édouard Montagne, l'homme qui dirigeait l'un des plus grands empires commerciaux du pays, s'assit dans l'herbe, son costume italien complètement ruiné, et pour la première fois, depuis des décennies, sentit qu'il était exactement là où il devait être. La nouvelle se répandit dans les couloirs de Montagne Entreprise comme une traînée de poudre. Édouard Montagne, l'homme qui avait transformé une petite entreprise de technologie en un empire multinational, entamait une procédure d'adoption, pas d'un mais de 3 enfants. Les murmures dans les ascenseurs étaient inévitables, les spéculations couraient dans les salles de réunion et le service juridique de l'entreprise était en effervescence. Marine observait tout cela avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Sur son bureau,
Une pile de documents attendait une signature. Formulaire d'adoption, évaluation psychologique, enquête sociale, déclaration de revenus, attestations diverses. Son patron, toujours si méthodique et rationnel, semblait avoir été remplacé par quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Marine. La voix d'Édouard retentit par l'interphone. « Venez ici, s'il vous plaît. » En entrant dans le bureau, elle trouva son patron debout, contemplant la ville à travers les baies vitrées. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une légèreté qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Je dois vous demander de préparer le dernier étage du manoir, » dit-il, sans se retourner. « 3 chambres. Je veux que chacune soit unique, spéciale. Une préférence pour la décoration, monsieur ?» Édouard se retourna enfin, un sourire discret sur ses lèvres. « En fait, oui. Sophie aime l'astronomie. J'ai vu les dessins de planètes. Qu'elle a fait pendant que nous parlions. L'une est passionnée par les histoires d'aventure, principalement les pirates. Et Michel, il fit une pause comme s'il savourait la découverte. Michel aime la musique. Il tapait du rythme tout le temps sur une vieille boîte au foyer. » Marine prit des notes rapides sur sa tablette, essayant de cacher sa surprise. En 15 ans, elle n'avait jamais vu son patron prêter autant d'attention aux détails personnels. « Une chose encore, » ajouta Édouard, s'asseyant à son bureau. « Annulez tous mes voyages internationaux des 3 prochains mois et trouvez les meilleurs spécialistes. De l'adoption du pays, je veux m'assurer que tout soit fait correctement. »« Monsieur, » hésita Marine, « Monsieur Henry a appelé plusieurs fois. Il s'inquiète de l'impact que cette décision pourrait avoir sur les actionnaires. » Le visage d'Édouard se durcit momentanément. Henry était son bras droit depuis des années, responsable de certaines des décisions les plus lucratives de l'entreprise. Organisez une réunion avec lui pour demain. Et Marine, il fit une pause significative. Commencez à préparer un rapport détaillé sur toutes les décisions qu'Henry a prises au cours des 5 dernières années. Chaque centime, chaque contrat. La secrétaire acquiesça, reconnaissant le ton de méfiance dans la voix de son patron. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle fut surprise par une autre demande. « Ah, et procurez-vous 3 téléphones portables pour enfants, avec GPS et tous les contrôles parentaux possibles. » Le lendemain, Édouard retourna au foyer. Cette fois, il ne portait pas de costume, mais un jean et une chemise décontractée, un changement qui n'échappa pas au triplé. Les enfants l'attendaient dans le même jardin, mais quelque chose avait changé. L'hostilité initiale avait été remplacée par une curiosité prudente. « Avez-vous réfléchi à notre conversation d'hier » demanda-t-il, s'asseyant à nouveau dans l'herbe avec eux. Sophie se mordit la lèvre inférieure, un geste qu'Édouard avait déjà identifié comme un signe de nervosité. « Vous étiez sérieux quand vous disiez vouloir nous 3 ensemble ?»« Plus sérieux que pour n'importe quelle affaire que j'ai jamais conclue, » répondit-il, maintenant le contact visuel. L'une, toujours la plus directe, croisa les bras. « Et si ça ne marche pas? Et si vous vous lassez de nous ?» La question frappa Édouard comme un coup de poing dans l'estomac. C'était la même question qu'il se posait, la même peur qui le hantait. Mais quelque chose en lui, quelque chose, de nouveau et inexplicable, le fit répondre avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « J'ai autant peur que vous, » admit-il. « Je n'ai jamais été père, je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir une vraie famille. Mais je vous promets une chose, j'essaierai tous les jours. Et si je me trompe, ce qui arrivera probablement souvent, je veux que vous me le disiez. Pouvons-nous apprendre ensemble ?» Michel, qui était resté silencieux jusqu'alors, se leva et marcha jusqu'à se tenir face à Édouard. Ses petits yeux étudièrent le visage de l'adulte avec une intensité déconcertante. « Vous avez des cauchemars ?» demanda doucement le garçon. Édouard cligna des yeux, surpris. « Oui, répondit-il honnêtement. Parfois. »« Nous aussi, dit Michel, regardant ses sœurs. Peut-être que nous pourrions avoir des cauchemars ensemble. C'est moins effrayant quand on n'est pas seul. » Le manoir Montagne, un imposant projet architectural qui avait toujours semblé plus un musée qu'une résidence, commençait à prendre un nouveau visage. Les 3 chambres du dernier étage, autrefois des espaces vides utilisés uniquement pour le stockage, se transformaient en petits univers particuliers. La chambre de Sophie fut dotée d'un plafond peint avec des constellations qui brillaient dans l'obscurité, un télescope près de la fenêtre et des étagères remplies de livres sur l'astronomie. Pour l'une, les murs furent décorés de cartes anciennes et d'une immense fresque représentant un navire pirate, ainsi qu'un lit en forme de bateau qu'elle avait elle-même choisi dans le catalogue
qu'Édouard lui avait montré. La chambre de Michel reçut un traitement acoustique professionnel, un piano numérique et plusieurs instruments de percussion adaptés à son âge. Le déménagement était prévu pour un dimanche. Édouard passa la nuit précédente éveillé, révisant chaque détail, vérifiant chaque coin de la maison. Lorsque la voiture du foyer se gara devant le manoir, son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre. Les triplés descendirent du véhicule portant seulement 3 petits sacs à dos, toutes leurs possessions au monde. Leurs yeux s'écarquillèrent en voyant la dimension de la maison, mais ce fut l'expression d'Édouard qui les surprit. Il semblait aussi nerveux qu'eux. « Bienvenue », dit-il, sa voix trahissant un léger tremblement. « Voulez-vous voir vos chambres en premier ?» Les enfants se regardèrent, une conversation silencieuse se déroulant entre eux. Ce fut Sophie qui répondit. « Pouvons-nous voir toute la maison d'abord, pour connaître les issues de secours ?» Édouard sentit son cœur se serrer, mais garda son calme. « Bien sûr, et je promets de vous montrer toutes les sorties. Mais j'espère qu'avec le temps, vous voudrez connaître davantage les chemins vers l'intérieur que vers l'extérieur. » L'après-midi s'écoula entre découverte et adaptation. Les triplés insistaient pour rester toujours ensemble, se déplaçant comme une petite unité à travers le manoir. Édouard respecta ce comportement, comprenant que c'était une forme de protection. Le dîner fut servi dans l'immense salle à manger, mais les enfants touchèrent à peine à la nourriture. L'une tripotait les lasagnes avec sa fourchette, Sophie sirotait son jus sans enthousiasme, et Michel observait simplement son assiette comme si elle contenait un code secret. « Vous n'aimez pas la nourriture ?» demanda Édouard inquiet. « Nous ne sommes pas habitués, » commença Michel, « à manger dans des assiettes aussi belles, » compléta l'une. « Ou avec autant de nourriture, » termina Sophie. Édouard poussa son propre plat de côté et se pencha vers eux. « Et si nous commandions une pizza? Nous pourrions manger dans le salon de télévision en regardant un film que vous choisiriez. » Les yeux des enfants brillèrent momentanément, mais ce fut l'une qui verbalisa le doute. « Vous pouvez faire ça? Manger hors de la table? C'est notre maison maintenant, » répondit Édouard, surpris de constater à quel point ces mots sonnaient justes. « Nous pouvons créer nos propres règles. » Des heures plus tard, assis sur le canapé avec 3 enfants endormis autour de lui, des boîtes de pizza vides sur la table basse et un film d'animation passant encore à la télévision, Édouard sentit quelque chose d'étrange sur son visage. Il passa sa main et réalisa qu'il pleurait. Non de tristesse, mais d'une émotion qu'il ne savait pas nommer. Le son du téléphone portable le ramena à la réalité. C'était un message d'Henri. « Réunion extraordinaire du Conseil demain. Sujet. Votre récente décision personnelle et son impact sur les affaires. » Édouard regarda les enfants endormis et pour la première fois de sa vie, une réunion du Conseil sembla absolument insignifiante. Il prit la télécommande, éteignit la télévision et décida de rester là, immobile, profitant du poids des 3 petites têtes appuyées sur ses genoux. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de curieux. Dans leurs petites mains, chacun des triplés tenait fermement un morceau de sa chemise de soie italienne, comme si même dans leur sommeil, ils voulaient s'assurer qu'ils ne partiraient pas. La salle de réunion au dernier étage de Montagne Entreprise était bondée. 15 cadres supérieurs, tous en costumes impeccables, attendaient tendus l'arrivée d'Édouard. Henri, dans son costume gris parfaitement ajusté, tambourinait des doigts sur la table d'acajou, consultant sa montre pour la 3e fois en 5 minutes. Lorsqu'Édouard entra finalement dans la salle, tous remarquèrent les changements subtils, des cernes profonds, une cravate légèrement de travers et un petit autocollant d'étoiles collé sur le revers de sa veste, clairement une œuvre d'enfant qu'il n'avait même pas remarqué. « Messieurs, » commença Édouard, s'asseyant en bout de table, « je crois que cette réunion extraordinaire n'a qu'un seul point à l'ordre du jour, ma vie personnelle. » Henri se racla la gorge, ajustant ses lunettes à monture dorée. « Édouard, nous sommes amis depuis des années. Nous nous soucions tous de vous et de l'entreprise. Cette décision précipitée d'adopter 3 enfants... » « Précipitée, » l'interrompit Édouard, sa voix contrôlée mais tranchante. « Combien de temps avez-vous mis pour décider de fermer l'usine à Marseille, Henri? 12 heures. Et combien de familles ont été affectées par cette décision? » Un silence pesant tomba sur la salle. Henri pâlit légèrement,
mais garda sa contenance. Ce sont des situations différentes. C'était des affaires. Ceci est aussi une affaire, compléta Édouard se levant. L'affaire de construire une famille. Et tout comme j'ai appris à bâtir un empire, j'apprendrai à être père. À ce moment précis, son téléphone vibra. C'était un message de la gouvernante. Urgence à la maison, les enfants ont disparu. Édouard sentit le sang se glacer dans ses veines. Sans dire un mot, il prit sa coche et marcha vers la porte. La réunion n'est pas terminée, protesta Henri. Pour moi, elle l'est, répondit Édouard sans se retourner. Et Henri, ce rapport que j'ai demandé sur vos décisions des 5 dernières années, il est toujours en cours. Durant le trajet jusqu'au manoir, 1000 scénarios catastrophiques passèrent par l'esprit d'Édouard. En arrivant, il trouva la gouvernante en larmes et 3 policiers dans le salon. « Nous avons déjà fouillé tout le terrain », informa l'un des policiers. « Aucun signe d'intrusion ou... » « Les chambres, l'interrompit Édouard, montant les escaliers 2 par 2. « Je dois voir leur chambre. » En entrant dans la chambre de Sophie, son cœur faillit s'arrêter. Tous les nouveaux vêtements étaient à leur place, mais les 3 vieux sacs à dos qu'ils avaient apportés du foyer avaient disparu. Dans la chambre de l'une, il trouva un mot écrit d'une écriture enfantine. « Désolé. Vous êtes gentil, mais on ne sait pas être des enfants. » Édouard ferma les yeux, respirant profondément. Soudain, un souvenir surgit. La conversation sur les issues de secours le premier jour. Les enfants avaient prêté une attention particulière à une zone spécifique du jardin près du mur du fond. « Annulez les recherches en ville, » dit-il au policier. « Je sais où ils sont. » Prenant un manteau car le temps commençait à se couvrir annonçant de la pluie, Édouard marcha jusqu'au fond de la propriété. Là, partiellement caché par des arbustes, il y avait un petit espace entre 2 arbres, anciens. Il s'approcha doucement, entendant des chuchotements. « Il commence à faire froid », c'était la voix de l'une. « Nous ne pouvons pas retourner », répondit Sophie. « Il va être en colère maintenant. »« Mais je voulais encore jouer du piano », murmura Michel. Édouard s'arrêta à quelques pas de distance. « Je ne suis pas en colère », dit-il doucement. Les chuchotements cessèrent immédiatement. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. « J'ai peur », continua Édouard, s'asseyant sur l'herbe humide. « Peur parce que j'ai pensé vous avoir perdu. Peur parce qu'en quelques jours seulement, vous êtes devenu la chose la plus importante de ma vie. » Un petit visage apparut entre les feuilles, c'était Michel. « Plus important que votre entreprise ?»« Bien plus, » répondit Édouard sans hésiter. « Tellement que j'ai quitté une réunion importante quand j'ai su que vous aviez disparu. » Sophie et l'une apparurent également, les 3 visages sales de terre et marqués par des larmes. « On ne sait pas comment faire ça, » admit l'une. « Être une famille. » « Moi non plus, » confessa Édouard. « Mais que diriez-vous d'apprendre ensemble? Un jour à la fois ?» Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, mais personne ne bougea. Là, dans ce petit coin du jardin, 4 cœurs blessés par l'abandon essayaient, pour la première fois, de faire confiance à nouveau. La routine au manoir Montagne s'établit progressivement, comme une danse où les participants apprenaient encore les pas. Édouard découvrit que se lever tôt pour des réunions internationales était beaucoup plus facile que de préparer 3 goûters différents chaque matin. Sophie ne mangeait rien de vert, l'une détestait les carottes, et Michel n'acceptait que des sandwichs coupés en triangles parfaits. Le premier jour d'école fut un test pour tous. Édouard insista pour conduire les enfants personnellement, abandonnant 3 visioconférences importantes. Dans la voiture, il remarqua comment l'une serrait la main de Sophie, qui à son tour tenait fermement le bras de Michel. « Souvenez-vous, » dit-il, se garant devant l'école privée la plus prestigieuse de la ville, « vous êtes des montagnes maintenant, et les montagnes n'abandonnent jamais. » Complétèrent les 3 à l'unisson, répétant le mantra qu'Édouard avait commencé à leur enseigner. Mais l'adaptation ne fut pas facile. La première semaine, Édouard fut appelé à l'école 3 fois. Sophie avait donné un coup de poing à un garçon qui s'était moqué de l'accent de l'une. L'une avait escaladé la grille de la cour pendant la récréation et Michel refusait de sortir de sous le piano de la salle de musique. « Monsieur Montagne, » commença la coordinatrice pédagogique, ajustant ses lunettes écailles, « nous comprenons que ce soit une situation délicate, mais nous devons établir des limites. » Édouard regarda les triplés assis sur le banc du couloir. Sophie avait le menton relevé en signe de défi. L'une balançait ses jambes nerveusement et Michel serrait son dossier de partition. « Bien sûr, » répondit-il, se levant.
Établissons des limites. Premièrement, personne ne se moque de mes enfants. Deuxièmement, si cela se produit, ils ont tout à fait le droit de se défendre. Troisièmement, si l'école ne peut garantir un environnement sûr et accueillant, je peux facilement en trouver une autre qui le fera. La coordinatrice. Polly. Les frais de scolarité des triplés étaient parmi les plus élevés de l'école. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Édouard trouva quelque chose sur son bureau. Un dessin fait par Sophie montrant 5 étoiles connectées formant une constellation. En dessous, elle avait écrit « Famille Montagne ». C'était la première fois qu'elle utilisait son nom de famille. Les semaines passèrent et de petits changements commencèrent à se produire. Le manoir, autrefois silencieux comme un mausolée, résonnait maintenant de sons de vie. Le piano, de Michel pratiquant sans cesse l'alouette, les récits épiques que l'une inventait pendant son bain, les documentaires sur les galaxies que Sophie regardait à plein volume. Édouard changeait aussi. Son bureau à l'entreprise, autrefois rempli de graphiques et de rapports, affichait maintenant 3 cadres photos. Ces appels importants étaient fréquemment interrompus par des messages dans le groupe Famille Montagne. Sur WhatsApp, généralement des photos de goûter d'école ou des messages vocaux de Michel chantant. Un soir, alors qu'il travaillait à la maison, Édouard entendit un coup de tonnerre particulièrement fort. Quelques secondes plus tard, sa porte s'ouvrit et 3 petites silhouettes entrèrent en courant, sautant directement dans son grand lit. « On peut dormir ici ?» demanda l'une, s'installant déjà entre les oreillers. « Juste pour cette fois », ajouta Sophie, bien que tous savaient que ce ne serait pas la seule fois. Michel ne dit rien, se blottissant simplement plus près. Édouard regarda son ordinateur portable, où un contrat de plusieurs millions attendait sa révision. Il le ferma sans y réfléchir à 2 fois et s'allongea avec les enfants. « Savez-vous ce que ma mère faisait quand j'avais peur de l'orage ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même en partageant ce souvenir gardé depuis si longtemps. « Quoi ?» demandèrent les 3 à l'unisson. Elle me racontait des histoires sur les étoiles. Elle disait que chaque coup de tonnerre était en réalité une étoile filante très grande, cherchant sa place dans le ciel. Sophie releva la tête, intéressée. Ça n'a pas de sens astronomiquement. Mais ça fait sens dans le cœur, répondit doucement Michel, sa petite main cherchant celle d'Édouard dans l'obscurité. Et là, bercés par le son de la pluie, 4 cœurs solitaires continuaient leur voyage d'apprentissage sur ce que signifiait être une famille. Le bureau d'Henri était situé à l'avant-dernier étage de Montagne Entreprise, une salle imposante qui reflétait sa position de bras droit d'Édouard. Cet après-midi pluvieux, il étudiait attentivement un dossier jaune sur son bureau, tandis qu'une jeune femme d'environ 30 ans attendait assise en face de lui. « Alors, madame ?» laissa-t-il la phrase en suspens, attendant qu'elle complète. « Pauline Santos, répondit-elle, tordant nerveusement la bandoulière du sac usé qu'elle portait. « Oui, Pauline Santos, sourit Henri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La mère biologique des triplés. » Pauline se redressa sur sa chaise, son visage marqué par des années de difficultés, montrant un mélange de honte et de détermination. « Je ne suis pas venu demander de l'argent. »« Bien sûr que non, » répondit doucement Henri, bien que ses yeux brillaient de quelque chose de calculateur. « Vous êtes venu parce que vous voulez récupérer vos enfants, et je crois que nous pouvons nous aider mutuellement. » Pendant que cette conversation se déroulait, Édouard était chez lui, vivant un moment qu'il n'aurait jamais imaginé dans sa vie antérieure. Assis par terre dans le salon, entouré de paillettes, de papier coloré et de colle, il essayait d'aider les triplés avec un projet scolaire sur le système solaire. « Pluton n'est plus une planète », expliquait Sophie pour la 3e fois, levant les yeux au ciel avec la patience d'une professeure face à un élève particulièrement lent. « Mais à mon époque, » commença Édouard. « Votre époque, c'était il y a très longtemps, » interrompit l'une, riant tout en collant plus d'étoiles brillantes autour de Jupiter. Michel, concentré sur sa partie du projet, fredonnait doucement une chanson qu'il avait composée sur les planètes. Édouard remarqua que pour la première fois depuis des semaines, le garçon ne regardait pas anxieusement vers la porte toutes les 5 minutes. « Papa !» appela Sophie, puis se figea, réalisant ce qu'elle venait de dire. Le temps sembla s'arrêter dans la pièce. C'était la première fois que l'un d'entre eux l'appelait ainsi. Édouard sentit son cœur sauter un battement,
mais maintint une expression décontractée, bien qu'à l'intérieur, il fût une tempête d'émotions. « Oui, Sophie ?» répondit-il naturellement, comme si elle l'appelait ainsi tous les jours. La fillette hésita un moment, ses joues rougissant légèrement. Saturne est tordu. Lune et Michel observaient l'interaction attentivement, comme s'ils évaluaient la réaction d'Édouard. Quand ils virent qu'il continuait normalement, ils échangèrent un regard significatif. Le moment fut interrompu par le téléphone d'Édouard. C'était Marine. « Monsieur », sa voix semblait tendue, « ce rapport sur Henri que vous avez demandé, nous avons trouvé quelque chose d'important. » Édouard regarda les enfants, absorbés par leur projet spatial. « Cela peut attendre jusqu'à demain. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « En fait, monsieur, je pense que vous voudrez voir cela maintenant. Cela concerne le foyer où, eh bien, où les enfants étaient. » Édouard sentit un frisson parcourir son échine. « J'enregistrerai dans 1 heure. » En raccrochant, il observa les triplés un moment. Sophie ajustait méticuleusement la position des planètes, Lune ajoutait plus de paillettes à la ceinture d'astéroïdes, et Michel avait commencé à enseigner sa chanson des planètes à ses sœurs. « Les enfants !» appela-t-il doucement. « Je dois aller au bureau régler quelque chose d'important. Tante Marine m'a appelé et... »« Vous allez revenir, n'est-ce pas ?» demanda immédiatement Michel, sa voix trahissant un léger tremblement. Édouard s'approcha, s'agenouillant près d'eux. « Toujours. Je reviendrai toujours vers vous. »« Promis ?» insista Lune, ses grands yeux fixés sur lui. « Promis. Et vous savez que les montagnes tiennent toujours leurs promesses, n'est-ce pas ?» Les trois hochèrent solennellement la tête. Avant de sortir, Édouard entendit Sophie murmurer à ses frères et sœurs « Il reviendra. Il n'est pas comme les autres. » Sur le chemin du bureau, Édouard ne pouvait s'empêcher de penser au moment où Sophie l'avait appelé papa. C'était comme si quelque chose en lui, quelque chose qui avait été gelé pendant des décennies, commençait enfin à dégeler. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'à ce moment précis, Henri fournissait à Pauline Santos les ressources et le soutien juridique pour engager une bataille pour la garde des enfants qui changerait la vie de tous pour toujours. Le bureau de Destich Marine était envahi par des piles de documents lorsqu'Édouard arriva. Sa secrétaire, normalement si composée, avait des cernes profonds et une expression grave. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Édouard, fermant la porte derrière lui. Marine prit un dossier rouge sur son bureau. Henri fait des dons réguliers au foyer Nouveau Matin depuis 5 ans. Pas à travers l'entreprise, mais par une fondation privée. Édouard fronça les sourcils. Et quel est le problème? Beaucoup de cadres font des dons à des œuvres caritatives. Le problème, continua Marine, c'est que ces dons coïncident exactement avec les dates où des enfants spécifiques ont été réaffectés. Des enfants qui, par coïncidence, étaient toujours adoptés par des familles liées à nos plus grands concurrents commerciaux. Édouard sentit son sang se glacer dans ses veines. Vous suggérez que Henri utilisait le foyer comme moyen d'obtenir des informations privilégiées. Familles riches, cadres importants, tous vulnérables lorsqu'ils sont en processus d'adoption. Toutes les informations personnelles, financières, psychologiques. Et les triplés, interrompit Édouard, sa voix plus haute qu'il ne le voulait. Marine hésita. J'ai trouvé ceci cet après-midi. Elle fit glisser une enveloppe brune sur la table. C'est une copie d'un contrat signé entre Henri et une femme nommée Pauline Santos. Édouard ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À mesure qu'il lisait, son visage devenait plus pâle. Henri avait localisé la mère biologique des triplés et finançait une action en annulation de l'adoption. « Quand ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Le contrat a été signé il y a 3 jours. Édouard ferma les yeux, se rappelant le moment quelques heures plus tôt, quand Sophie l'avait appelé papa pour la première fois. L'idée de perdre les enfants maintenant, alors qu'il commençait enfin à avoir confiance, à s'ouvrir. Marine, appelez notre département juridique. Tous maintenant. Ils sont déjà en route, répondit-elle. Mais Édouard, il y a autre chose. Elle hésita, se mordant la lèvre. Vous vous souvenez de cette adoption que vous avez essayé de faire à 18 ans, le garçon nommé Philippe? Édouard sentit son cœur s'arrêter un instant. Comment savez-vous cela? Parce que j'ai trouvé les registres. Le refus du juge, ce n'était pas à cause de votre âge ou de votre situation financière,
C'était parce qu'Henri, qui travaillait déjà à l'époque dans le cabinet d'avocats qui s'occupait du dossier, a manipulé les documents. Il pensait qu'un enfant pourrait vous distraire de votre potentiel dans les affaires. Le monde sembla tourner autour d'Édouard. 2 décennies de sa vie basées sur un mensonge. Une vie entière construite sur la croyance qu'il n'était pas digne d'être père. « Où est Philippe maintenant ?» demanda-t-il, la voix rauque. Marine ouvrit son ordinateur portable. « J'ai réussi à le localiser. Il est professeur de musique dans une école publique de Paris. » Et elle fit une pause. Dramatique. Il a un élève nommé Michel, votre Michel. Édouard s'assit lourdement sur la chaise la plus proche. Les coïncidences du destin étaient parfois trop surprenantes pour être ignorées. « Que faisons-nous » demanda doucement Marine. Édouard se leva, une nouvelle détermination dans son regard. « Première chose, protéger mes enfants. Henri ne va pas me prendre une autre famille. Deuxièmement, je dois rencontrer Philippe. Pas pour essayer de récupérer le passé, mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. » À ce moment, son téléphone vibra avec un message. C'était une photo des triplés, envoyée par la gouvernante. Il s'était endormi sur le sol du salon, entouré de planètes en papier et de paillettes, attendant encore son retour. « Marine, » dit Édouard, sa voix ferme, « appelez Henri. Fixez une réunion pour demain matin. Il est temps de régler certains comptes. » Le matin se leva gris sur Paris, comme si le ciel lui-même reflétait la tension qui planait dans l'air. Édouard arriva plus tôt que d'habitude à Montagne Entreprise, portant une chemise marron pleine de documents. Avant de quitter la maison, il avait embrassé chacun des triplés encore endormis, se promettant que rien au monde ne les séparerait. Henri l'attendait déjà dans son bureau, impeccable comme toujours dans son costume italien. Un sourire confiant aux lèvres. « Édouard, mon ami, » commença-t-il, se levant pour le saluer. « Je dois avouer que j'ai été surpris par cet appel si matinal. S'est-il passé quelque chose ?» Édouard ne répondit pas immédiatement. Il marcha jusqu'à son bureau, déposa le dossier puis se tourna pour faire face à l'homme qu'il considérait comme son bras droit depuis tant d'années. « Philippe Renaud », dit simplement Édouard, observant comment le visage d'Henri pâlissait légèrement. « Professeur de musique, ça vous dit quelque chose ?» Henri ajusta sa cravate, un geste nerveux qu'Édouard n'avait jamais remarqué auparavant. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » « Non ?» Édouard ouvrit le dossier et commença à étaler des documents sur la table. « Alors, parlons de Pauline. Santos ou des autres familles que vous avez manipulées à travers le foyer Nouveau Matin. » Le sourire d'Henri disparut complètement. « Édouard, vous êtes émotif. Ces enfants affectent votre jugement. Tout ce que j'ai fait était pour le bien de l'entreprise, pour votre bien. »« Pour mon bien ?» Édouard rit sans humour. « Vous avez détruit ma chance d'avoir une famille il y a 20 ans. Manipulé des documents, menti à un juge, tout pour me garder concentré sur les affaires. Et maintenant, vous essayez de le faire à nouveau. Vous ne comprenez pas. » Henri fit un pas en avant, sa voix prenant un ton presque paternel qui maintenant sonnait terriblement faux. « Vous étiez destiné à la grandeur. Une famille ne ferait que vous gêner. Regardez tout ce que nous avons. Construit. Non, Édouard trancha, sa voix coupante comme l'acier. Regardez vous-même ce que nous avons construit. Un empire vide, Henri. Une forteresse de verre et d'acier où des gens comme vous peuvent jouer à Dieu avec la vie des autres. » À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit. Marine entra, accompagnée d'un homme d'une trentaine d'années qui portait un porte-document de partition. « Philippe ?» Édouard sentit sa voix défaillir. L'homme sourit timidement. « Bonjour. Eh bien, votre secrétaire m'a tout expliqué. Et je devais venir. Je devais rencontrer l'homme qui a failli être mon père. » Henri fit un pas vers la porte, mais 2 agents de sécurité bloquaient déjà la sortie. « Vous savez, Henri, » continua Édouard, sa voix plus contrôlée maintenant, « vous aviez raison sur une chose. J'étais destiné à la grandeur, mais pas celle que vous aviez imaginée. Michel, mon fils, oui, mon fils, prend des cours avec Philippe depuis des mois. Et savez-vous ce que Philippe m'a dit ce matin quand nous avons parlé au téléphone ? Que Michel a le même regard déterminé que j'avais à 18 ans. » Philippe s'approcha, posant son dossier sur la table. « Michel est un garçon incroyable. Quand j'ai découvert le lien, eh bien, certaines choses dépassent les coïncidences, n'est-ce pas ? » « C'est fini, Henri, » déclara Édouard. « Le conseil est déjà informé de vos activités. La police est en route. Et quant à Pauline Santos, elle a des droits.
interrompit Henri, sa contenance se brisant finalement. Elle est la mère biologique. Elle a droit à quoi? Une voix féminine résonna depuis la porte. Pauline Santos était là, semblant plus petite et plus fragile que sur les photos qu'Édouard avait vues. Droit d'être manipulée? D'avoir mes propres blessures utilisées contre moi et contre mes enfants. Édouard sentit son cœur se serrer. Voilà la femme qui avait donné naissance aux 3 petits êtres qui étaient maintenant son monde. « Madame Santos », commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. « Non », dit-elle doucement. « J'ai vu les photos que cet homme m'a montrées. J'ai vu mes enfants sourire comme ils n'ont jamais souri avec moi. J'ai vu les chambres que vous avez créées pour eux, les moments que vous avez partagés. Je les aime assez pour savoir que parfois, aimer signifie laisser partir. » Henri laissa échapper un rire amer. Comme c'est touchant, tous unis contre le méchant. Mais vous oubliez, Édouard, que j'ai encore beaucoup de contacts, beaucoup de juges qui seront ravis de connaître votre système de manipulation d'adoption, compléta Marine, brandissant sa tablette. Tout est ici, Henri. Chaque document, chaque transfert, chaque vie que vous avez essayé de contrôler. Édouard s'approcha de Pauline, tendant sa main. Vos enfants sont incroyables. Et si vous le souhaitez, il y aura toujours de la place dans nos vies pour une personne, de plus qui les aime. Les larmes dans les yeux de Pauline étaient réelles, tout comme son sourire tremblant, en acceptant la main tendue d'Édouard. « Prenez soin d'eux », murmura-t-elle. « Prenez soin d'eux comme je n'ai pas pu le faire. » Quand la police arriva, quelques minutes plus tard, Henri fut emmené en silence, son masque de pouvoir et de contrôle complètement détruit. Philippe, qui observait tout avec un mélange de tristesse et de soulagement, se tourna vers Édouard. « Vous savez, » dit-il, doucement, « peut-être ne devrions-nous pas regretter le passé. Il nous a amenés jusqu'ici, n'est-ce pas? Et ici semble être exactement là où nous devrions être. » Ce soir-là, le manoir Montagne était différent. Dans la salle de musique, maintenant également transformée en salle de cours, Michel jouait du piano sous les conseils attentifs de Philippe, tandis que Lune et Sophie regardaient fascinés l'interaction entre leur frère et le professeur qui, d'une manière mystérieuse, se connectait à l'histoire de leur famille. Édouard observait la scène depuis la porte, son cœur débordant d'émotions qu'il n'aurait jamais imaginé être capable de ressentir. Pauline était à ses côtés, les yeux embués en regardant les triplés. « Ils n'ont jamais eu ça avant », murmura-t-elle, « ce sentiment d'appartenance. »« Moi non plus », répondit honnêtement Édouard. Michel finit de jouer un morceau qu'il avait composé, recevant des applaudissements enthousiastes de ses sœurs. Philippe souriait fièrement, ajustant les partitions. « Papa !» appela Michel, ses yeux brillants d'excitation. « Viens écouter la nouvelle musique que j'ai composée. » Édouard sentit Pauline se tendre légèrement à côté de lui en entendant le mot « papa ». Mais quand il la regarda, il ne vit ni jalousie ni tristesse, mais une sorte de paix résignée. « Ils avaient besoin de ça », dit-elle doucement. « Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse leur donner ce que je ne pouvais pas. Une vraie famille. » Lune, remarquant la présence de Pauline, se leva et marcha avec hésitation dans sa direction. « Vous êtes notre vraie mère, n'est-ce pas ?» Pauline s'agenouilla pour être à la hauteur de la petite fille. « Je suis la mère qui vous a mis au monde. Mais parfois, être mère signifie savoir quand quelqu'un d'autre peut mieux s'occuper de nos enfants. » Sophie, qui s'était approchée, silencieusement demanda « Vous allez essayer de nous reprendre ?» « Non, ma chérie, » répondit Pauline, des larmes coulant sur son visage. « Vous êtes déjà chez vous. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien, et vous êtes beaucoup mieux que bien. » Michel quitta le piano et rejoignit ses sœurs. Les 3 restèrent là, regardant la femme qui leur avait donné la vie et l'homme qui leur avait donné un foyer. « Vous pouvez venir nous voir, » suggéra soudainement Lune. « Si papa est d'accord. » Édouard sourit, posant une main sur l'épaule de Pauline. « Bien sûr qu'elle peut. Vous avez de la place dans votre cœur pour aimer beaucoup de personnes. » Philippe, qui observait la scène les yeux humides, s'éclaircit légèrement la gorge. « Et si nous jouions ce morceau spécial, Michel, celui que tu as composé pour ta famille ?» Michel courut vers le piano, ses petites mains se positionnant sur les touches avec assurance. Les premières notes remplirent la pièce. Une mélodie douce et complexe qui parlait de perte, de rencontre, d'amour. Sophie et Lune s'assirent à côté de leur frère sur le banc du piano, leur corps se balançant doucement au rythme à la musique.
Édouard observa ses 3 enfants, si différents et si parfaitement unis, et sentit qu'il comprenait enfin le vrai sens du succès. Pauline essuya ses larmes et sourit. « Ils ont tellement de vous maintenant, dit-elle à Édouard. La façon dont Sophie relève le menton quand elle est déterminée, comment l'une protège son frère et sa sœur, comment Michel se perd dans la musique, ce sont de petits gestes qu'ils ont appris de vous. Et ils ont beaucoup de vous aussi, répondit doucement Édouard. La force, le courage d'affronter les difficultés, cela vient de vous. Philippe s'approcha d'Édouard, posant une main sur son épaule. Vous savez, pendant des années, je me suis demandé comment aurait été ma vie si cette adoption avait réussi. Mais maintenant, je vois que tout est arrivé comme il se devait. Vous deviez être prêt à être père. Et ils avaient besoin de vous autant que vous. Aviez besoin d'eux. La musique de Michel atteignit son crescendo final, les notes s'entrelaçant comme les destins qui s'étaient croisés dans cette pièce. Lorsque la dernière note résonna, le silence qui suivit n'était pas empli de vide, mais de promesses. Montagne Entreprise était en effervescence avec les nouvelles. L'arrestation d'Henri et la révélation de son système de manipulation avaient provoqué un séisme dans l'entreprise. Édouard, cependant, était concentré sur des sujets plus importants dans sa nouvelle salle de réunion improvisée, la table de cuisine de son manoir. « Alors, dit-il, regardant les 3 petits visages attentifs devant lui, que pensez-vous de transformer le 3e étage en espace familial ?» L'une lâcha sa tartine à moitié mangée, comme un parc d'attractions. « Plus ou moins, sourit Édouard. Je pensais à une plus grande salle de musique pour Michel, un véritable observatoire pour Sophie et un espace d'aventure pour toi, Lune. » Les yeux des enfants brillèrent, mais ce fut Sophie qui exprima le doute qui planait dans l'air. « C'est à cause de Pauline, pour qu'on ne veuille pas partir avec elle ?» Édouard sentit son cœur se serrer. Même après des semaines de confrontation avec Henri, les insécurités surgissaient encore aux moments les plus inattendus. « Non, répondit-il honnêtement, c'est parce que c'est notre maison, et je veux que chaque recoin reflète qui vous êtes. Pauline fait partie de votre histoire, tout comme Philippe fait partie de la mienne. Mais cela ne change pas ce que nous avons construit ici. » Michel, qui était inhabituellement silencieux, demanda « Philippe va continuer à me donner des cours ?»« Si tu le souhaites, » répondit Édouard. « En fait, j'ai pensé à l'inviter à devenir le directeur du nouveau projet que je prévois. » « Quel projet ?» demandèrent les 3 à l'unisson. Édouard sourit, tirant quelques papiers de son dossier. « La Fondation Montagne pour les arts et l'éducation. Un espace où les enfants de tous les foyers de la ville pourront suivre des cours de musique, d'art, de sciences. Qu'en pensez-vous » L'une sauta de sa chaise, ses yeux brillants. « On peut aider. Je peux raconter des histoires aux enfants. Et je peux leur enseigner les étoiles. » Ajouta Sophie, déjà complètement impliquée dans l'idée. « Je veux jouer du piano pour eux, » compléta doucement Michel. Édouard observa ses enfants discuter avec animation des idées pour la fondation, leur cœur généreux pensant immédiatement à comment aider d'autres enfants. Quelle différence quelques mois pouvaient faire. Des 3 enfants méfiants qu'il avait rencontrés au foyer, il voyait maintenant des jeunes confiants, capables de penser au-delà de leurs propres besoins. Marine entra dans la cuisine, portant sa tablette inséparable. Les plans du 3e étage sont arrivés et l'architecte attend pour discuter du projet de la fondation. « Parfait, » répondit Édouard. « Les enfants, que diriez-vous d'aller tous ensemble voir les plans? Après tout, vous êtes autant directeur de ce projet que moi. » Sur le chemin du bureau, Édouard reçut un message de Pauline. C'était une photo d'un document officiel. Elle avait obtenu un emploi comme assistante d'enseignante dans une crèche. « Merci de m'avoir montré qu'on peut toujours recommencer », disait le message. Sophie, espionnant le téléphone de son père, commenta « Elle semble plus heureuse maintenant. » « Nous le sommes tous, » répondit Édouard, rangeant son téléphone. Dans le bureau, les triplés se penchèrent immédiatement sur les plans, chacun indiquant ses idées et suggestions. L'architecte, initialement surpris par la participation des enfants, se retrouva rapidement charmé par leur créativité et leur perspicacité. « Nous avons besoin d'une énorme bibliothèque », insistait l'une, « et un télescope professionnel », ajoutait Sophie, « et une salle insonorisée pour ceux qui veulent y pratiquer », suggéra timidement Michel. Édouard observait tout avec un sourire sur le visage, se rappelant ses propres réunions, de planification dans le passé.
comme elle semblait vide maintenant, axée uniquement sur les profits et les expansions. Là, en voyant ses enfants rêver d'un espace qui pourrait transformer la vie d'autres enfants, il comprenait enfin le véritable sens de laisser un héritage. Marine s'approcha discrètement. « Édouard, le conseil demande une réunion pour discuter de l'avenir de l'entreprise après tout ce qui s'est passé. » Édouard acquiesça sans quitter ses enfants des yeux. « Fixez-la pour demain, mais prévenez que la réunion aura lieu ici à la maison. Il est temps que le conseil comprenne que Montagne Entreprise a un nouveau but. » « Et quel serait ce but ?» demanda Marine, bien que son sourire indiquait qu'elle connaissait déjà la réponse. « Construire non seulement des bâtiments et des fortunes, » répondit Édouard, observant Michel expliquer patiemment à l'architecte exactement comment devrait être le système acoustique de la salle de musique, mais construire des avenirs pour tous. La réunion du conseil au manoir Montagne commença de façon inhabituelle. Tandis que les cadres s'installaient dans la salle de réunion improvisée, ils furent surpris par 3 petites silhouettes servant café et biscuits. « Recette de grand-mère, Cécile », annonça fièrement l'une, faisant référence à l'ancienne directrice du foyer qui était maintenant une présence constante lors des déjeuners dominicaux de la famille. Les cadres, habitués à la formalité d'entreprise, ne savaient pas exactement comment réagir à cette nouvelle dynamique. Édouard, observant leurs expressions déconcertées, ressentit une satisfaction particulière à voir son ancien monde entrer en collision avec le nouveau. « Messieurs, commença-t-il, après que les enfants furent sortis, vous êtes ici aujourd'hui, non seulement pour discuter de l'avenir de l'entreprise, mais pour comprendre un changement fondamental dans notre mission. » L'un des conseillers les plus anciens s'éclaircit la gorge. « Édouard, nous comprenons votre situation personnelle, mais après le scandale Henry, les actionnaires sont nerveux. Nous avons besoin de garanties que l'entreprise restera concentrée sur les résultats. » « Les résultats ?» Édouard sourit, se levant. « Venez avec moi. » Il conduisit le groupe jusqu'au 3e étage, où les travaux de la fondation avaient déjà commencé. En chemin, ils passèrent devant la chambre de Sophie, où la fillette expliquait avec enthousiasme le système solaire à 2 enfants du foyer. Dans la chambre voisine, l'une lisait une histoire à un petit groupe, sa voix changeant pour différents personnages. De la salle de musique venaient les notes du piano de Michel, accompagnées de rires d'autres enfants apprenant à jouer. « Ça », Édouard fit un geste, « ce sont des résultats. Réels, tangibles, transformateurs. Mais l'entreprise, » commença un autre conseiller. « L'entreprise n'a jamais été aussi forte, » intervint Marine, distribuant des dossiers avec des rapports. « Depuis que nous avons annoncé la création de la fondation, nos actions ont augmenté de 12%. La presse nous présente comme un exemple de responsabilité sociale. 3 grands fonds d'investissement ont manifesté leur intérêt pour des partenariats spécifiques sur des projets sociaux. » Édouard observa les cadres feuilleter les rapports avec des expressions surprises. « Messieurs, pendant des années, nous avons construit des gratte-ciel. Maintenant, il est temps de construire des ponts entre le monde des affaires et la réalité sociale, entre ceux qui ont des ressources et ceux qui ont besoin d'opportunités. » Une cadre plus jeune, récemment promue après le départ d'Henri, essuya discrètement une larme. « Ma petite sœur a été adoptée, » révéla-t-elle. « Je sais combien une seconde chance peut signifier. » À ce moment, les triplés réapparurent, chacun portant quelque chose de spécial. Sophie avec un projet de mini-planétarium pour la fondation, l'une avec des histoires écrites par les jeunes du foyer, et Michel avec des enregistrements des Afepotsazend. Première leçon de musique. « Papa » appela Sophie, complètement inconsciente de l'importance de la réunion. « Pouvons-nous leur montrer nos projets ?» Édouard regarda les conseillers, un sourire tranquille sur le visage. « Qu'en pensez-vous, messieurs? Voulez-vous voir le véritable avenir de Montagne Entreprise ?» À sa surprise, ce fut le conseiller le plus conservateur qui répondit en premier. « Je pense que nous avons tous besoin de voir ça. » Dans les 2 heures qui suivirent, les puissants cadres se retrouvèrent complètement absorbés par les rêves et projets de 3 enfants qui, sans le savoir, redéfinissaient le sens du succès entrepreneurial. L'une les fit rire avec ses histoires, Sophie les impressionna avec ses connaissances astronomiques et Michel les émut avec sa musique. À la fin de la réunion, il n'y avait plus de doute sur la nouvelle orientation de l'entreprise. Édouard Montagne n'avait pas seulement trouvé une famille,
Il avait découvert une nouvelle façon de diriger, où le cœur et les affaires pouvaient coexister en harmonie. Lorsque le dernier cadre fut parti, Philippe arriva pour le cours de piano de Michel. Édouard l'observa saluer affectueusement les triplés, ce lien du passé maintenant transformé en un pont vers l'avenir. « Vous savez, » commenta Philippe, tandis que les enfants couraient chercher leur partition, « parfois je pense que l'univers a un sens de l'humour très particulier. Qui aurait cru que cette adoption qui n'a pas eu lieu m'amènerait exactement là où je devais être ?» Édouard sourit, observant ses enfants revenir avec animation. « L'univers, » répondit-il, « prend parfois du temps, mais il finit toujours par livrer ce qu'il faut. » L'inauguration de la Fondation Montagne pour les arts et l'éducation était prévue pour la semaine prochaine, mais Édouard arrivait à peine à se concentrer sur les préparatifs. Sa pensée était fixée sur la petite enveloppe arrivée ce matin, les résultats des examens de Michel. Tout avait commencé par une toux persistante pendant les répétitions pour la présentation d'inauguration. Au début, cela semblait juste un rhume, mais quand Michel a commencé à avoir des difficultés à respirer pendant les cours de piano, Édouard n'a pas hésité à l'emmener chez les meilleurs spécialistes. Maintenant, assis dans son bureau, à la maison, il regardait l'enveloppe fermée, son cœur battant la chamade. Lune et Sophie étaient à l'école, et Michel se reposait dans sa chambre, récupérant d'une autre nuit difficile. « Vous l'avez déjà ouverte ?» La voix de Philippe le surprit à la porte. Édouard secoua négativement la tête. Philippe entra, s'asseyant sur la chaise en face du bureau. « Vous savez, » commença Philippe, « quand j'étais enfant au foyer, j'étais toujours malade. Les médecins disaient que c'était de l'asthme, mais en réalité c'était de la peur. Peur d'être laissé derrière, de ne pas être assez bien. » Édouard leva les yeux de l'enveloppe. « Michel t'a dit quelque chose ?» Philippe acquiesça doucement. « Il a peur que s'il tombe malade, vous ne vouliez plus de lui, que vous ne vouliez plus d'aucun d'entre eux. C'est absurde !» s'exclama Édouard, se levant brusquement. « Ils sont mes enfants, rien ne changera cela. »« Je sais, » Philippe sourit, « mais les enfants qui ont déjà beaucoup perdu ont des cicatrices profondes. Parfois, le corps exprime ce que le cœur a peur de dire. » À ce moment, ils entendirent un bruit venant de la chambre de Michel, tout suivi de pleurs. Édouard courut, Philippe juste derrière lui. Ils trouvèrent le garçon assis sur son lit, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Pardon », sanglota Michel. « J'ai essayé de me retenir, essayé d'être fort comme un montagne. » Édouard s'assit sur le lit, attirant son fils dans ses bras. « Et être un montagne ne signifie pas ne pas pleurer ou ne pas tomber malade. Cela signifie affronter les problèmes ensemble, comme une famille. » Philippe prit la guitare qui était dans le coin de la chambre, cadeau qu'il avait offert à Michel le mois précédent. « Et si nous jouions cette chanson que nous composions, celle sur le courage ?» Michel renifla, mais ses yeux s'illuminèrent. Légèrement. Édouard réalisa que c'était la première fois qu'il entendait parler de cette chanson. « Je peux l'entendre » demanda-t-il doucement. Michel regarda Philippe, qui acquiesça avec encouragement. Le garçon commença à chanter, sa voix petite mais ferme. « Quand la nuit vient et la peur aussi, je me rappelle que je ne suis pas seul. Il y a des étoiles dans le ciel, comme dit Sophie, et les histoires de lune pour me rendre heureux. Il y a un père qui m'enlace et ne me lâchera pas. Il y a une famille que j'ai appris à aimer. » Édouard sentit ses propres larmes couler. La chanson continuait, parlant de peur, d'espoir et de ce que signifie appartenir à un endroit. C'était une déclaration d'amour déguisée en mélodie. « Tu as composé ça ?» demanda-t-il quand la musique s'arrêta. Michel acquiesça timidement. « Philippe m'a aidé avec les accords. C'était censé être une surprise pour l'inauguration de la fondation. » « Et ça peut toujours l'être, » sourit Édouard, essuyant les larmes de son fils. « Mais d'abord, que dirais-tu d'ouvrir ? Ensemble cette enveloppe, quoi qu'il en soit, nous l'affronterons comme des montagnes. »« Tous ensemble ?» demanda Michel avec hésitation. « Toujours ensemble, » confirma Édouard. Philippe se leva discrètement. « Je vais faire un chocolat chaud pour nous. Après tout, toutes les grandes décisions de la vie sont meilleures avec du chocolat. » Tandis que Philippe sortait, Édouard tint la petite main de Michel. Ensemble, ils ouvrirent l'enveloppe. Les mots « technique sautèrent du papier »,« asthme induit par l'anxiété »,« traitement multidisciplinaire »,« pronostic excellent avec un suivi adéquat ». « Alors, je ne suis pas très malade ?» demanda Michel.
sa voix chargée d'espoir. « Non, mon fils. » Édouard le serra fort. « Ton corps nous dit simplement qu'il a besoin de plus de câlins, plus de certitude, plus de preuves que tu es exactement là où tu devrais être. Avec toi, avec les filles, avec notre famille, » confirma Édouard. « Et tu sais quoi? Je pense que nous avions tous besoin de cette chanson que tu as composée, pour nous rappeler que peu importe ce qui arrive, les montagnes affrontent tout ensemble, même les rhumes tenaces et les peurs nocturnes. » La nouvelle concernant l'état de Michel se répandit rapidement dans la famille. Lune et Sophie, en rentrant de l'école, coururent directement dans la chambre de leur frère, chargés de dessins, d'histoires et de promesses de soins éternels. « J'ai tout recherché sur l'asthme à la bibliothèque », déclara Sophie, étalant des feuilles de notes sur le lit de son frère. « Et techniquement, si nous maintenons la chambre avec une humidité contrôlée et des filtres à air adéquats. Et j'ai écrit une histoire, » interrompit Lune, sautant sur le lit. « C'est l'histoire d'un garçon pianiste qui découvre que sa respiration difficile est en réalité des soupirs de nostalgie d'une famille, jusqu'à ce qu'il en trouve une. » Michel sourit, ce sourire qui illuminait ses yeux d'une manière spéciale. Édouard, observant depuis la porte, réalisa comment chacun des triplés avait développé sa propre façon de montrer son amour. « Les enfants, » appela-t-il doucement, « et si nous descendions? Il y a une surprise qui nous attend dans le salon. » Dans le salon, outre Philippe avec sa guitare, ils trouvèrent Pauline, Madame Cécile et Marine, une petite réunion familiale improvisée. « Nous avons entendu parler de la frayeur, » sourit Madame Cécile, embrassant Michel, « et nous avons pensé que c'était le moment d'une célébration. »« Une célébration ?» demanda Michel, confus. Pauline s'approcha, portant un paquet. « Oui, une célébration de famille. Parce que la famille, c'est ça, être ensemble dans les moments difficiles et les transformer en moments spéciaux. » À l'intérieur du paquet se trouvait un album de photos. Sur la première page, une photo ancienne. Michel, Lune et Sophie encore bébés au foyer. Sur la page suivante, des photos. 2 avec Pauline, puis avec Madame Cécile. Et ensuite, pages après pages documentant leur vie avec Édouard. Le premier jour au manoir, des anniversaires, des moments du quotidien, des rires, quelques larmes, beaucoup d'amour. « J'ai gardé chaque photo que Monsieur Montagne m'envoyait, » expliqua Pauline, « parce que je voulais être sûre tous les jours d'avoir fait le bon choix. Et regardez, c'était bien le cas. » Marine s'éclaircit la gorge, essuyant une larme discrète. « Et moi, j'ai gardé tous les dessins que vous laissiez sur le bureau d'Édouard, tous les petits mots, chaque petit moment. » Et moi, Philippe, sourit pinçant les cordes de sa guitare. J'ai conservé chaque morceau que Michel a composé, chaque histoire que Lune a créée, chaque explication scientifique de Sophie, parce que je savais qu'un jour, tout cela se transformerait en quelque chose de spécial. Édouard s'assit par terre avec ses enfants, feuilletant l'album. Chaque page racontait non seulement leur histoire, mais l'histoire de comment des cœurs solitaires peuvent se rencontrer et créer quelque chose d'extraordinaire. « Papa » appela doucement Michel, « puis-je jouer cette musique maintenant, pour tout le monde ?»« Bien sûr, mon fils. » Michel s'assit au piano, ses sœurs prenant automatiquement place à ses côtés. Philippe prit sa guitare, et ensemble ils commencèrent à jouer la musique que Michel avait composée. Non plus une musique sur la peur, mais sur l'appartenance. Pendant que la mélodie remplissait la pièce, Édouard regarda chaque visage, présent. Marine, qui plus qu'une secrétaire était devenue une partie essentielle de cette famille. Madame Cécile, qui avait d'abord cru qu'un homme d'affaires solitaire pouvait être un bon père. Pauline, qui avait eu le courage de laisser partir ses enfants pour qu'ils trouvent le bonheur. Philippe, qui avait transformé une ancienne perte en un nouveau commencement. Lune commença à chanter, improvisant des paroles sur les aventures et les découvertes. Sophie marquait le rythme, corrigeant occasionnellement la précision scientifique des métaphores de sa sœur. Michel au piano souriait, un sourire libre de peur, plein de certitude. Et Édouard Montagne, l'homme qui avait un jour cru que le succès se mesurait en chiffres et en contrats, comprit enfin. Sa plus grande réussite n'était pas dans les bâtiments qu'il avait construits ou les affaires qu'il avait conclues. Elle était là dans cette pièce, dans le son des rires et de la musique, dans la chaleur des embrassades, dans la certitude que chaque respiration, chaque note, chaque moment était un cadeau précieux. Le jour de l'inauguration de la Fondation Montagne pour les Arts et l'Éducation se leva ensoleillé. Le nouveau bâtiment,
Un ancien manoir complètement rénové au cœur de Paris resplendissait avec ses murs fraîchement peints et ses jardins méticuleusement entretenus. Dans chaque détail de l'architecture, on voyait la touche spéciale des enfants, l'observatoire de Sophie sur le toit, l'amphithéâtre en plein air inspiré des histoires de Lune et la salle de musique principale, conçue selon les spécifications précises de Michel. Édouard ajustait sa cravate devant le miroir quand 3 petits reflets apparurent derrière lui. « Papa » appela Sophie, sa robe bleu marine assortie à son costume. « Tu es sûr qu'on ne peut pas utiliser le nouveau télescope avant l'inauguration ? Et je peux déjà raconter mes histoires dans la bibliothèque » ajouta Lune, tournoyant dans sa robe identique à celle de sa sœur. Michel, élégant dans son petit costume, observait simplement, ses mains bougeant dans l'air comme s'il jouait sur un piano invisible, une habitude qu'il avait développée quand il était nerveux. « Aujourd'hui, répondit Édouard, se tournant vers ses enfants, vous êtes plus que des invités spéciaux, vous êtes les véritables hôtes. Cette fondation est née de votre cœur. »« De notre cœur » demanda Lune, fronçant les sourcils. « Oui. » Édouard s'agenouilla pour être à leur hauteur. « C'est en voyant comment vous avez surmonté vos difficultés, comment vous avez transformé la douleur en musique, la peur en histoire, et la solitude en connaissance que j'ai compris ce que nous devions faire. » Un coup de klaxon interrompit la conversation. La voiture qui devait emmener Pauline et Philippe était arrivée. Les deux étaient redevenus des éléments fondamentaux de la fondation. Pauline comme coordinatrice du programme de soutien au DIGU, FAMS, et Philippe comme directeur artistique. Sur le trajet jusqu'à la fondation, Édouard observait ses enfants par la fenêtre de la voiture. Chacun d'eux portait quelque chose de spécial pour la cérémonie. Sophie avec ses notes sur les constellations qui seraient étudiées à l'observatoire, Lune avec le livre d'histoire qu'elle avait écrit avec d'autres enfants du projet pilote, et Michel avec les partitions de sa musique spéciale, maintenant transformée en une comédie musicale complète avec l'aide de Philippe. À leur arrivée, ils trouvèrent l'endroit déjà rempli. En plus des entrepreneurs et des autorités, il y avait des dizaines d'enfants des foyers partenaires, tous vêtus de t-shirts colorés de la Fondation. Madame Cécile coordonnait un groupe d'anciens directeurs de foyers qui faisaient maintenant ses parties du conseil consultatif. Marine, impeccable dans son tailleur gris, s'approcha avec sa tablette. « Tout est prêt. Voulez-vous faire une dernière vérification avant de commencer ?» Les triplés acquiescèrent avec enthousiasme, chacun courant vers son domaine spécifique. Édouard les observa se mêler aux autres enfants, expliquant avec animation chaque détail des espaces qu'ils avaient aidé à créer. Ils ont tellement grandi, la voix de Pauline résonna à ses côtés. Elle observait les enfants avec des yeux embués de fierté. « Nous avons tous grandi, » répondit doucement Édouard. Le moment de la cérémonie officielle arriva. Édouard monta sur la scène de l'auditorium principal, mais avant qu'il ne puisse commencer son discours, il fut surpris par 3 petites silhouettes qui le rejoignirent. « Nous voulons aussi parler, » déclara Lune au microphone, arrachant des rires à l'audience. Édouard sourit, faisant un pas de côté. Après tout, qui de mieux pour inaugurer un espace dédié aux enfants que les enfants eux-mêmes? Sophie fut la première. Cet endroit n'est pas seulement pour étudier ou apprendre, c'est pour rêver. Parce que quand je pensais ne pouvoir voir les étoiles que de loin, j'ai reçu un télescope et une famille qui a cru en mes rêves. Lune. Continua. Ici, toutes les histoires sont importantes, les heureuses, les tristes, et surtout celles que nous sommes encore en train d'écrire, parce que chaque enfant mérite d'être le héros de sa propre histoire. Michel, enfin, s'approcha du microphone. Et la musique. La musique est pour quand les mots ne suffisent pas. Pour dire merci, je t'aime, ou j'ai peur, mais surtout pour dire tu n'es pas seul. Édouard sentit son cœur déborder. Ses 3 enfants, autrefois si blessés et méfiants, étaient maintenant là partageant leur lumière avec le monde. L'homme d'affaires qui avait un jour mesuré le succès en chiffres et en contrats, le mesurait maintenant en sourires, en câlins et en rêves réalisés. La cérémonie d'inauguration se trahit. Poursuivie avec une série de présentations spéciales, la chorale d'enfants, formée par des enfants des foyers partenaires, interpréta des chansons composées dans les ateliers pilotes. La bibliothèque prit vie avec des conteurs formés par Lune qui avait insisté sur le fait que chaque histoire avait besoin de voix différentes pour des personnages différents. À l'observatoire,
Sophie conduisait de petits groupes dans un voyage à travers l'univers, ses yeux brillants tandis qu'elle expliquait les nébuleuses et les galaxies. Édouard l'observait avec fierté, se souvenant de la fillette qui avait un jour renversé du jus sur son costume italien. Le moment le plus attendu, cependant, était la présentation finale. Michel, surmontant sa nervosité grâce aux exercices respiratoires qu'il avait appris en thérapie, s'assit au piano. Lune et Sophie se positionnèrent à ses côtés avec d'autres enfants du projet. La musique qu'il avait composée sur la famille s'était transformée en quelque chose de plus grand. Une composition qui parlait de rencontres, de recommencements et du pouvoir transformateur de l'amour. Chaque enfant présent avait contribué avec une partie des paroles, créant une mosaïque musicale d'histoire d'espoir. Pendant que la présentation se déroulait, Édouard remarqua quelque chose de spécial au premier rang. Henri, menotté et escorté, avait été autorisé par la justice à assister à l'inauguration dans le cadre de son processus de réhabilitation. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, montraient maintenant une émotion difficile à nommer. À la fin de la musique, lorsque les applaudissements résonnaient déjà dans l'auditorium, Henri se leva avec difficulté. « Édouard » appela-t-il. Sa voix chargée d'émotion. « J'avais tort, tellement tort. J'ai pensé que je protégeais un empire, mais en réalité, j'empêchais la construction de quelque chose de bien plus grand. » Édouard regarda ses enfants sur scène, Pauline qui pleurait silencieusement dans le public, Philippe qui souriait, fièrement au piano, Madame Cécile qui embrassait un groupe d'enfants. « Vous savez, Henri, répondit-il doucement, parfois nous devons perdre quelque chose pour tout trouver. » Michel descendit de la scène en courant, serrant Édouard avec force. Lune et Sophie se joignirent rapidement à l'étreinte. « Papa, chuchota Michel, je crois que maintenant tout le monde a compris notre musique. »« Quelle musique, mon fils ?»« La musique de notre famille, celle que nous faisons ensemble tous les jours. » Édouard serra ses enfants plus fort, comprenant exactement ce que Michel voulait dire. Chaque moment avec eux était une note différente dans une symphonie plus grande. Une musique faite de rires au petit déjeuner, d'histoires à l'heure du coucher, de découvertes et de peurs surmontées ensemble. Marine s'approcha discrètement, qu'avec sa tablette. « Édouard, les journalistes demandent une interview. Ils veulent savoir ce qui a motivé ce changement chez Montagne Entreprise. » Édouard regarda ses enfants, puis la salle remplie d'enfants découvrant de nouveaux talents et possibilités. « Dites-leur que c'était une leçon très simple. Le vrai succès ne se mesure pas par ce que nous avons conquis, mais par ce que nous avons construit ensemble. Et surtout, il sourit, ébouriffant les cheveux de Michel, par ce que nous avons. » Ça a appris à aimer. Lune tira sur la manche de son costume. « Papa, je peux raconter une histoire aux journalistes, celle de 3 petites étoiles perdues qui ont trouvé leur planète. Et je peux expliquer comment les constellations se forment, » ajouta Sophie avec enthousiasme. « Et moi, » commença timidement Michel, « je peux jouer encore une fois ?» Édouard sourit, son cœur débordant d'amour. « Vous pouvez. Vous pouvez faire tout ce dont vous rêvez parce que maintenant vous savez que vous ne serez plus jamais seul. » 6 mois après l'inauguration de la Fondation Montagne, l'ancien manoir qui l'abritait pulsait de vie et de sens. Les salles de classe étaient toujours pleines, l'observatoire avait une liste d'attente pour les visites, et la musique ne s'arrêtait jamais. Mais c'était dans la bibliothèque, maintenant connue comme le royaume des histoires de Lune, qu'une des transformations les plus significatives se produisait. Lune était assise dans son fauteuil préféré, entourée d'un groupe d'enfants récemment arrivés d'un foyer. Son talent naturel pour raconter des histoires avait évolué vers quelque chose d'encore plus spécial. Elle aidait d'autres enfants à trouver leur propre voix. « Chacun de vous a une histoire à raconter, » expliquait-elle, ses yeux brillants d'une sagesse au-delà de son âge. « Et toutes les histoires sont importantes, même celles qui semblent tristes au début. » Édouard, observant discrètement depuis la porte, sentit son cœur se serrer. Sa petite conteuse, qui utilisait autrefois les mots comme un bouclier, les transformait maintenant en pont. À l'étage supérieur, Sophie conduisait son premier cours officiel à l'observatoire. Son projet Étoile pour tous était devenu un succès instantané combinant astronomie et histoire de dépassement de soi. « Savez-vous pourquoi les galaxies sont si spéciales ?» demandait-elle à son groupe attentif. « Parce que même dans l'espace le plus sombre, elles trouvent un moyen de briller ensemble. » Michel, quant à lui,
avait transformé la salle de musique en un refuge pour les enfants anxieux. Sa propre expérience avec l'asthme émotionnel l'avait rendu particulièrement sensible aux autres cœurs blessés. Avec Philippe, il avait développé un programme où musique et thérapie se mélangeaient naturellement. La musique, expliquait-il à un garçon particulièrement timide, est comme un câlin qu'on peut entendre. Pauline, qui coordonnait maintenant le programme de soutien aux familles, entra dans le bureau d'Édouard avec des nouvelles encourageantes. 5 familles ont été réunies ce mois-ci, annonça-t-elle les yeux brillants, et 3 procédures d'adoption ont été finalisées. Les enfants s'adaptent merveilleusement. Édouard sourit, prenant une photo encadrée sur son bureau. Les triplés le jour de l'inauguration. Ils nous ont tant appris, n'est-ce pas? Plus que nous ne pouvions l'imaginer, acquiesça Pauline. Savez-vous ce que l'une m'a dit l'autre jour? Que parfois nous devons nous perdre pour trouver le bon chemin. À ce moment, Marine entra précipitamment dans le bureau. « Édouard, vous devez voir ça !» Elle alluma la télévision au mur où un reportage spécial sur la Fondation Montagne était diffusé. Mais ce n'était pas le reportage en soi qui attirait l'attention. C'était l'impact qu'il provoquait. Des hommes d'affaires de tout le pays prenèrent contact, voulant reproduire le modèle dans leur ville. « Le projet pilote à Lyon est déjà en cours », informa Marine, consultant sa tablette. « Et nous avons des demandes de Marseille, Bordeaux et Strasbourg. » Édouard se leva, marchant jusqu'à la fenêtre de son bureau. En bas, dans le jardin de la Fondation, il pouvait voir des enfants jouer, étudier, vivre. Chacun d'eux portant des histoires qui méritaient d'être entendues, des rêves qui méritaient une chance. « Papa !» La voix de Sophie l'appela depuis la porte. « Viens voir. Michel a composé une nouvelle musique, Lune a écrit les paroles, et j'ai fait une présentation sur les étoiles pour l'accompagner. » Édouard sourit, suivant sa fille à travers les couloirs maintenant familiers de la Fondation. En chemin, il salua des professeurs, des thérapeutes et des enfants qui faisaient maintenant partie de cette grande famille élargie qu'ils avaient créée. Dans l'auditorium, Michel était au piano, Lune tenant un microphone et Sophie avec son pointeur, laser prête pour sa présentation. Mais ce qui attira le plus son attention, ce furent les sourires sur leurs visages. Sourires d'enfants qui savaient exactement qui ils étaient et où ils appartenaient. « C'est une musique sur la famille », expliqua timidement Michel. « Mais pas seulement la nôtre », ajouta Lune. « C'est sur toutes les familles qui vont encore se trouver », compléta Sophie. Et tandis que ses enfants commençaient leur présentation, Édouard Montagne, l'homme qui avait un jour cru que le succès se mesurait en chiffres, comprit que son véritable héritage ne serait pas les bâtiments qu'il avait construits ou la fortune qu'il avait accumulée. Ce serait chaque sourire retrouvé, chaque rêve réalisé, chaque cœur guéri dans cet espace que ses enfants avaient aidé à créer. Par un après-midi tranquille de dimanche, le manoir Montagne était particulièrement agité. C'était le premier anniversaire de l'adoption des triplés et Édouard avait organisé une célébration intime. Juste la famille et les amis les plus proches. La maison était décorée de photos qui racontaient l'histoire de cette année incroyable, depuis la première rencontre au foyer jusqu'à l'inauguration de la Fondation. Sophie, Lune et Michel avaient insisté pour préparer des surprises spéciales pour l'occasion. Édouard les observait courir d'un côté à l'autre, chuchotant entre eux, leur cœur aussi synchronisé qu'ils l'avaient toujours été. « Papa !» appela Sophie, ajustant ses lunettes de petit astronome. « On peut commencer. C'est presque l'heure du coucher de soleil, et ça doit être exactement à ce moment-là. » Édouard sourit, rassemblant les invités dans le jardin. Pauline était là, maintenant une présence constante et chérie dans la vie des enfants. Philippe, qui était devenu bien plus qu'un professeur de musique. Madame Cécile, Marine, et même un Henri transformé, qui effectuait du travail bénévole à la Fondation dans le cadre de sa réhabilitation. « Mesdames et messieurs, » commença Lune avec sa voix de conteuse, « aujourd'hui nous allons raconter une histoire différente, l'histoire de comment 4 cœurs solitaires ont appris à battre au même rythme. » Sophie pointa vers le ciel, où les premières étoiles commençaient à apparaître. « Voyez ces 3 étoiles là-bas, elles forment une nouvelle constellation que j'ai découverte avec mon télescope. Je l'ai appelée Famille, et voici. » Michel s'assit au piano qu'ils avaient apporté dans le jardin, la musique qu'elle fait. Ses doigts dansèrent sur les touches
créant une mélodie qui semblait capturer tout l'amour, la peur, l'espoir et la joie qu'ils avaient vécu cette année-là. L'une commença à chanter les paroles qu'ils avaient écrites ensemble, une histoire de rencontre, de recommencement et du pouvoir transformateur de l'amour. Édouard sentit des larmes silencieuses couler sur son visage, tandis qu'il observait ses enfants. Chacun d'eux avait fleuri de manière unique. Sophie avec sa passion pour la science qui inspirait maintenant d'autres enfants à regarder les étoiles. L'une transformant son imagination en histoires qui guérissèrent les cœurs. Michel utilisant la musique pour exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. Pauline s'approcha de lui, ses yeux également embués. « Ils sont si heureux », murmura-t-elle. « Si complets. Nous le sommes tous », répondit doucement Édouard. Quand la musique se termina, les triplés coururent vers Édouard, chacun portant un cadeau. « Ce sont 3 parties du même cadeau », expliqua Sophie. « Parce que nous sommes 3 parties d'un tout », ajouta l'une. « Comme la musique que nous faisons ensemble », compléta Michel. Édouard ouvrit soigneusement les cadeaux. Un télescope miniature, un livre d'histoires écrit à la main et une partition encadrée. Ensemble, ils racontèrent l'histoire de cette famille improbable qu'ils avaient construite. « Et il y a encore une chose », annonça l'une, tirant une enveloppe de sa robe. À l'intérieur se trouvait un document officiel. Les triplés avaient demandé à ajouter Montagne comme leur 2e prénom, une surprise qu'ils avaient replanifiée avec l'aide de Marine. « Parce que nous ne voulons jamais oublier, » expliqua Sophie, « le moment où nous sommes devenus une vraie famille. »« Et parce que les montagnes n'abandonnent jamais, » ajouta doucement Michel. « Et parce que nous t'aimons, papa, » conclut simplement l'une. Édouard attira ses 3 enfants dans une étreinte serrée, sentant leur petit cœur battre contre le sien. Là, sous les étoiles que Sophie avait nommées, bercés par la musique que Michel avait composée, vivant l'histoire que l'une avait aidé à écrire, ils étaient plus qu'une famille. Ils étaient la preuve vivante que l'amour, quand il est véritable, peut guérir toutes les blessures et construire des ponts sur n'importe quel abîme. Philippe commença à jouer doucement à la guitare et bientôt d'autres enfants de la fondation les rejoignirent dans le jardin. La musique se répandit, les histoires se multiplièrent et les étoiles brillèrent plus fort dans le ciel, comme si elles voulaient aussi participer à cette célébration d'amour et de recommencement. La nouvelle année arriva, apportant des changements significatifs pour la famille Montagne. La fondation s'était étendue à 5 villes, chacune avec son propre programme personnalisé, inspiré par les idées des triplés. Mais le plus grand changement se produisait au sein même du manoir Montagne. Édouard se trouvait dans son bureau à la maison, révisant quelques documents importants, quand il entendit une agitation venant du couloir. Les voix animées de ses enfants remplirent l'espace avant même qu'il n'entre. « Papa !» L'une fit irruption par la porte en premier, ses yeux brillants d'excitation. « Nous devons te raconter quelque chose de super important. » Sophie et Michel entrèrent juste après, tous portant des dossiers et des papiers colorés. « C'est à propos de la fondation, » expliqua Sophie, ajustant ses lunettes avec un air professoral. « Nous avons fait une recherche. »« Une recherche ?» demanda Édouard, écartant les documents de son bureau pour faire de la place à ses enfants. Michel, qui était maintenant beaucoup plus confiant dans ses expressions, expliqua « Nous avons découvert qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas venir jusqu'à la fondation. Alors, continua l'une, étalant des dessins sur la table, nous avons pensé à amener la fondation jusqu'à eux. » Sophie ouvrit une carte de la ville, toute marquée de points colorés. Chaque couleur représente un endroit où il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Rouge pour les endroits sans musique, bleu pour les endroits sans bibliothèque, vert pour les endroits où personne n'a jamais vu les étoiles de près. Édouard observa le travail méticuleux de ses enfants, sentant son cœur se gonfler de fierté. En 1 an seulement, ils n'avaient pas seulement surmonté leur propre traumatisme, mais développé une sensibilité profonde envers la douleur des autres. « Et comment suggérez-vous que nous fassions cela ?» demanda-t-il, sachant déjà que ses enfants auraient pensé à tout. L'une ouvrit son cahier d'histoire. « Nous pouvons créer des unités mobiles, comme des bibliothèques ambulantes, mais avec de la musique et des télescopes aussi. Et des laboratoires de sciences, ajouta Sophie avec enthousiasme. Et des salles de musique insonorisées, compléta doucement Michel.
pour les enfants, qui comme moi ont besoin d'un endroit sûr pour s'exprimer. Édouard se leva de sa chaise, marchant jusqu'à la fenêtre. Dehors, le jardin du manoir, autrefois si silencieux et vide, était maintenant rempli d'enfants participant au programme de la Fondation. Chaque rire, chaque musique, chaque histoire était un rappel de combien leurs vies avaient changé. « Vous savez, commença-t-il, se tournant vers ses enfants, quand je vous ai rencontrés, je pensais être là pour vous aider. » Les triplés échangèrent des regards, cette communication silencieuse que seuls eux partageaient. « Mais c'était toi qui avais besoin d'aide, n'est-ce pas, papa ?» demanda doucement l'une. « Tu avais besoin d'apprendre à voir les étoiles à nouveau, » ajouta Sophie, « et à entendre la musique à l'intérieur du cœur, » compléta Michel. Édouard s'agenouilla, se mettant à la hauteur de ses enfants. « Vous trois m'avez appris plus sur l'amour, le courage et le sens que toutes mes années d'affaires. »« Et maintenant ?» demanda l'une, ses yeux brillants de cette curiosité infinie qui la caractérisait. « Maintenant, » sourit Édouard, « nous allons faire exactement ce que les montagnes font, transformer les rêves en réalité. » À ce moment, Marine entra dans le bureau, suivie par Philippe et Pauline. Tous portèrent des dossiers et des documents. « Excusez-moi de vous interrompre, » sourit Marine, « mais je pense que vous voudrez voir ça. Les premières unités mobiles sont déjà en préparation dans d'autres villes. Il semble que d'autres fondations aient adopté l'idée. » Pauline s'approcha, embrassant les triplés. Et le programme de soutien aux familles grandit. Plus de parents trouvent la force de recommencer, de lutter pour leurs enfants. Philippe, qui coordonnait maintenant tous les programmes musicaux de la Fondation, ajouta « Et la semaine prochaine commencent des auditions pour le premier orchestre d'enfants formé entièrement par des enfants des projets. » Édouard observa ses enfants absorber toutes ces informations, leurs visages illuminés par la réalisation que leurs rêves inspiraient des changements réels dans le monde. « Papa » appela doucement Michel, « puis-je jouer cette musique ?»« La terre. Première que j'ai composée pour notre famille ?»« Bien sûr, mon fils. » Tandis que Michel se dirigeait vers le piano dans le coin du bureau, l'une organisa tout le monde pour l'écouter, et Sophie commença à indiquer les constellations qui pouvaient déjà être vues à travers la fenêtre, en ce début de soirée qui s'assombrissait. La musique remplit l'espace, mais ce n'était plus une mélodie de solitude ou de peur. C'était une symphonie d'espoir, de recommencement, d'amour. C'était la musique d'une famille qui avait appris que les liens les plus forts ne sont pas ceux du sang, mais ceux que nous choisissons de créer chaque jour. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette première rencontre au foyer Nouveau Matin. Montagne Entreprise s'était transformée. C'était toujours une puissance commerciale, mais maintenant sa plus grande fierté n'était pas les gratte-ciel qu'elle construisait, mais les vies qu'elle transformait à travers la Fondation, désormais présente dans toutes les capitales régionales du pays. Par un matin spécial de dimanche, Édouard Montagne se réveilla au son de chuchotements et de rires venant du couloir. Il fit semblant de continuer à dormir quand la porte s'ouvrit doucement et que 3 adolescents entrèrent portant un plateau de petit déjeuner. « Réveille-toi, papa », annonça l'une, maintenant une jeune fille de 11 ans aux longs cheveux et à l'imagination toujours aussi vibrante. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Sophie, qui avait gardé ses lunettes mais les portait maintenant, avec beaucoup plus de style, posa le plateau sur la table de chevet. Techniquement, c'est le jour le plus spécial de l'année. Michel, qui avait grandi de quelques centimètres, mais gardait sa nature douce, s'assit au bord du lit avec une enveloppe dans les mains. « Nous avons fait quelque chose pour toi. » Édouard s'assit, feignant la surprise, comme s'il pouvait oublier quel jour c'était, l'anniversaire du jour où l'adoption des triplés avait été officialisée, le jour où ils étaient devenus, légalement et pour toujours, une famille. « D'abord, » déclara l'une avec sa voix de conteuse, « tu dois lire ceci. » L'enveloppe contenait une lettre écrite en 3 calligraphies différentes qui s'alternaient harmonieusement. « Cher papa, on dit que le temps guérit toutes les blessures, mais nous avons appris que ce n'est pas tout à fait vrai. Le temps ne guérit pas. L'amour, oui. Et tu nous as appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un choix que nous faisons tous les jours. Nous avons choisi d'être tes enfants bien avant que les papiers ne soient prêts. Nous avons choisi quand tu t'es assis avec nous dans l'herbe ce premier jour, quand tu n'as pas abandonné même après notre fuite, quand tu as tenu notre main à chaque moment difficile. Aujourd'hui, la Fondation aide des centaines d'enfants à trouver leur propre famille. Chaque histoire de réussite est un petit morceau de notre histoire aussi. Chaque sourire retrouvé, chaque rêve réalisé,
Chaque cœur guéri porte un peu de l'amour que tu nous as appris à partager. Sophie compte encore les étoiles chaque nuit. Mais maintenant elle sait que les plus brillantes ne sont pas dans le ciel. Elles sont dans les yeux des enfants qui découvrent qu'ils sont spéciaux. Lune continue d'inventer des histoires. Mais maintenant elle comprend que les plus belles sont celles que nous écrivons ensemble, jour après jour, avec de petits gestes d'amour. Michel joue toujours du piano, mais la musique la plus importante reste celle que nos cœurs font quand nous sommes ensemble. Merci de nous choisir tous les jours, de nous apprendre que la famille n'est pas une question de sang ou de documents, mais d'amour, de dévouement et du courage de recommencer. Avec un amour éternel, 2 enfants pour toujours, Sophie, Lune et Michel Montagne. Édouard pouvait à peine lire les derniers mots à travers ses larmes. Ses enfants l'enlacèrent étroitement, comme ils le faisaient depuis qu'ils étaient petits. « Ce n'est pas encore fini », annonça Sophie, prenant sa tablette. « Regarde, c'était une transmission en direct. Dans toutes les unités de la Fondation Montagne à travers le pays, des enfants se rassemblaient pour un événement spécial. Dans chaque ville, une présentation différente commençait, toute basée sur la première musique que Michel avait composée, sur la première histoire que Lune avait écrite, sur les premières étoiles que Sophie avait nommées. « C'est notre façon de dire merci », expliqua Lune, de nous avoir montré que chaque fin heureuse peut être simplement le début d'une histoire encore plus belle. Et regarde, Michel pointa vers l'écran où Henri, maintenant complètement réhabilité, dirigeait une chorale d'enfants à Paris. Pauline coordonnait un groupe de conteurs à Marseille. Philippe dirigeait un orchestre à Lyon. Madame Cécile, même retraitée, apparaissait encore chaque jour dans l'unité originale pour embrasser chaque enfant qui arrivait. Édouard Montagne, l'homme qui avait un jour cru que le succès se mesurait en chiffres, le mesurait maintenant en sourires, en étreintes et en rêves réalisés. En regardant ses enfants, la famille qu'ils avaient construite ensemble, l'héritage d'amour qu'ils laissaient, il comprit que certaines histoires n'ont pas besoin de fin. Elles continuent simplement, se transforment et inspirent d'autres histoires tout aussi spéciales. Alors papa, demanda Lune avec un sourire espiègle, que penses-tu d'étendre la fondation à d'autres pays? Et Édouard rit, parce qu'il savait que ce n'était qu'une page de plus dans l'histoire infinie